Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelques aspects des interactions électromagnétiques sur la cohésion de la matière. Dans une séance de TP, nous verrons comment électriser des chiffons, des règles en plastique, et on verra ce que c'est qu'un électroscope. On verra aussi ce que c'est que les machines électrostatiques, qui nous permettront de définir un petit peu plus précisément ce que c'est qu'une électricité, une charge positive, une charge négative. On va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle la structure cristalline des solides ioniques. Lorsqu'on laisse s'évaporer une solution qui contient des ions, une solution ionique, on obtient des cristaux qui vont se former, qui ont des formes particulières, des formes géométriques particulières avec des surfaces planes qui apparaissent, des angles. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces structures régulières? Eh bien, les cations, les ions chargés positivement, et les anions, les ions chargés négativement, vont se ranger au fur et à mesure que le cristal se forme, selon leur taille, selon leur charge, et dans un ordre précis. L'ordre dans lequel vont se ranger ces ions va définir une maille élémentaire, qui va donner au cristal sa forme. Petit rappel par exemple pour se souvenir de ce que c'est qu'un ion monoatomique. Vous vous souvenez que les nuages électroniques sont organisés sous forme de couches, la couche K, la couche L, la couche M, qui sont de plus en plus éloignées du noyau, et que ces couches elles peuvent contenir un certain nombre d'électrons. La couche K peut contenir 2 électrons, puis la couche L 8, ainsi que la couche M. Lorsqu'on définit un atome, on définit son symbole, on définit son numéro atomique, Z, et on définit son nombre de masse. Le nombre de protons et le nombre d'électrons sont définis par le numéro atomique. Le nombre de nucléons est défini par le nombre de masses, le nombre de neutrons est donc la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. Par exemple, pour l'atome de chlore, le numéro atomique vaut 17, il y a donc 17 protons, 17 électrons, l'atome est neutre d'un point de vue électrique, et 18 neutrons. Comment est-ce qu'on va positionner, répartir ces 18 électrons sur les couches électroniques? Eh bien, on va saturer la première couche avec 2 électrons, on va saturer la deuxième couche avec 8 électrons, et les 7 derniers, on va les placer sur la couche M. On s'aperçoit que la couche M n'est pas saturée. Il lui manque un électron. Pour un autre atome, par exemple pour l'atome de sodium, son numéro atomique vaut 11, donc 11 protons, 11 électrons, l'atome est toujours neutre. On va répartir les électrons de la façon suivante, 2 sur la couche K, puis 8 sur la couche L, et enfin le dernier va se placer sur la couche M. On peut se souvenir d'une loi qu'on a appelée la règle de l'octet en seconde, et qui nous dit que l'atome est d'autant plus stable que sa dernière couche électronique sera saturée. Par exemple, eh bien, si je m'intéresse à l'atome de chlore, je vois que sa dernière couche électronique n'est pas saturée, il lui manque un électron, c'est une source d'instabilité. De même, pour l'atome de sodium, la dernière couche électronique n'est pas saturée, elle contient un seul électron sur les 8 possibles, c'est une courbe d'instabilité. Alors comment vont réagir ces atomes pour gagner en stabilité? Par exemple, on peut s'intéresser à l'atome de chlore, il lui manque en finale un électron pour saturer sa dernière couche électronique. Eh bien, imaginons qu'un électron soit disponible. On ne sait pas d'où il vient et qu'on ne sait pas quelle est son histoire, mais imaginons qu'il soit disponible. Eh bien, il suffirait que notre atome capte cet électron pour que sa dernière couche électronique soit saturée. Auquel cas, on a une structure électronique qui est stable. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau de notre atome, qui était constitué de 17 protons et 17 électrons, maintenant on a 18 électrons. Donc on a une structure qui devient chargée. Ce n'est plus un atome est neutre. Ce qu'on obtient là, c'est un atome plus une charge négative, plus un électron. C'est un ion, et c'est l'ion chlorure, qui est noté Cl-. De la même façon, l'atome de sodium, lui, eh bien, pourrait perdre l'électron qu'il possède sur la couche M, auquel cas la dernière couche électronique serait la couche L, qui serait à ce moment-là saturée. Eh bien effectivement, c'est ce qui se passe lorsque cet atome va perdre son électron, la dernière couche électronique est saturée, on a une organisation électronique qui est stable, mais on n'a plus 11 électrons, on n'en a plus que 10. Autrement dit, eh bien j'ai 11 protons chargés positivement, 10 électrons chargés négativement. C'est un ion, c'est l'ion sodium chargé une fois positivement. L'ion Na+.
Alors ces ions Na+, et ces ions chlorure peuvent former un composé, un solide ionique qui s'appelle le chlorure de sodium. C'est le constituant principal du sel de cuisine. Et ce chlorure de sodium va s'organiser sur une maille qu'on appelle cubique à face centrée, où on a une alternance d'atomes de chlore et d'atomes de sodium qui sont alternés, en l'occurrence d'ion chlorure et d'ion sodium Na+. On connaît l'arête de cette maille, 564 picomètres. Et puis, eh bien, on peut s'intéresser à ce moment-là à l'existence d'interactions électromagnétiques entre ces différents ions. Par exemple, eh bien, entre deux ions côte à côte, un ion chlorure et un ion sodium Na+, il y a une attraction électromagnétique puisqu'on a des charges qui sont de signes opposés. Par contre, eh bien, si on s'intéresse à cette diagonale, on a deux ions chlorure qui se trouvent là, avec deux charges qui sont de même signe, donc on a une répulsion. On peut parfaitement déterminer la distance qui sépare deux ions, on peut parfaitement connaître leur charge par rapport à la charge élémentaire, plus une fois la charge élémentaire ou moins une fois la charge élémentaire, selon qu'il est chargé plus ou moins. On peut à ce moment-là calculer l'intensité de l'interaction électromagnétique entre ces ions. Et on s'aperçoit que puisque la distance entre les ions chargés positivement et les ions chargés négativement est plus petite que la distance qui sépare deux ions chargés de même, avec des charges de même signe, eh bien l'attraction est supérieure à la répulsion. Ça se calcule, et ça permet d'expliquer pourquoi ce chlorure de sodium donne des cristaux qui sont solides. Mais il n'existe pas que des solides ioniques. Les molécules aussi peuvent former des solides et peuvent former des structures cristallines. Par exemple, eh bien, on a ici des cristaux de glace, des cristaux d'eau, et ce sont des molécules, et les molécules ne sont pas chargées. Comment, à ce moment-là, est-ce qu'on peut expliquer l'organisation de ces cristaux? Eh bien, pour expliquer ça, on peut s'intéresser à une expérience qui est facile à mener. On électrifie une règle en plastique, et puis on présente cette règle en plastique à proximité d'un filet d'eau qui s'écoule d'un robinet, et on s'aperçoit que le filet d'eau s'incurve. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors bien sûr, on pourrait penser qu'il y a des ions dans l'eau qui sont attirés par la règle, et que c'est ça qui pourrait incurver le filet d'eau. En réalité, ça marche exactement de la même façon avec de l'eau distillée. Donc ce sont bien les molécules d'eau qui sont influencées par la présence du bâton. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Il existe une échelle qui s'appelle l'échelle de Pauling, qui se superpose à la classification périodique, et qui nous indique que certains éléments sont électropositifs et que d'autres sont électronégatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un élément électropositif? C'est un élément qui est susceptible de produire des ions chargés chargés positivement. Par exemple, eh bien, l'hydrogène peut former l'ion H+, le lithium peut former l'ion Li+, le sodium donne l'ion Na+, le magnésium donne Mg2+, Ca2+. Et de l'autre côté, les éléments électronégatifs sont les éléments qui sont susceptibles de former des ions chargés négativement. Par exemple, l'ion fluorure, F-, l'ion chlorure, Cl-, l'ion O2-, l'ion S2-, etc. Alors, ça traduit le fait que certains atomes ont tendance à perdre un électron pour devenir positif, et qu'au contraire, d'autres atomes ont tendance à gagner un électron. Voilà ce qu'on appelle des éléments électropositifs ou électronégatifs. Quand deux atomes sont liés par une liaison covalente, par exemple un atome d'hydrogène et un atome de chlore, et si un de ces atomes est plutôt électropositif, comme l'hydrogène, et sur l'autre est plutôt électronégatif, comme par exemple le chlore, eh bien on va avoir un nuage électronique qui va se décaler. Le nuage électronique va se décaler vers l'élément électronégatif. À ce moment-là, on va avoir localement des charges électriques qui vont apparaître dans la molécule. La molécule reste toujours neutre, mais on va avoir un déplacement de charge. Alors avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait bon de se souvenir de ce que c'est qu'une liaison covalente. On a ici deux atomes, un atome de chlore, un atome d'hydrogène. On voit bien que pour cet atome de chlore, la dernière couche électronique n'est pas saturée, la règle de l'octet n'est pas satisfaite.
Et pour l'atome d'hydrogène, de la même façon, la dernière couche électronique, ici, qui est en l'occurrence la première, la couche K, n'est pas saturée non plus. Or certes, on pourrait imaginer bien que l'atome d'hydrogène perde un électron pour former l'ion H+, et que cet électron soit capté par le chlorure pour former l'ion Cl-. Alors ce serait effectivement le cas dans une solution. Mais il existe un gaz moléculaire qui s'appelle le chlorure d'hydrogène, et qui contient des molécules HCl. Comment se forment ces molécules, et dans quel but? Eh bien, l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore vont se rapprocher, de façon à en mettre en commun un doublet d'électrons. L'un de ces électrons est apporté par le chlore, l'autre est apporté par l'hydrogène. Ce doublet est commun aux deux atomes. Ce doublet appartient autant à l'atome de chlore qu'à l'atome d'hydrogène. Ce qui fait que la dernière couche électronique pour l'atome de chlore est saturée, et la dernière couche électronique pour l'atome d'hydrogène est saturée. Et de cette façon, nos deux atomes respectent la règle de l'octet. Ce doublet d'électrons qui est mis en commun, on appelle ça un doublet liant. C'est un autre nom, c'est aussi ce qu'on appelle une liaison covalente. Pourquoi covalente? Parce que ce doublet vaut autant pour l'un que pour l'autre des atomes qu'il lie. Voilà ce que c'est qu'une liaison covalente. Comment est-ce qu'on représentera, comment est-ce qu'on va modéliser cette molécule? Eh bien, on va la modéliser sous forme d'un atome de chlore, d'un atome d'hydrogène, et puis d'une liaison entre les deux. Le doublet liant est représenté ici par un simple trait qui lie ces deux atomes. Précédemment, on a précisé ici qu'on avait des doublets non liants. Les doublets non liants ne participent pas à la liaison entre un atome et un autre. Alors ces doublets non liants, on peut s'y intéresser, notamment sur la dernière couche électronique de ces atomes, et on voit que sur l'atome de chlore, il y a 3 doublets non liants. Plus le doublet liant, ça fait bien 4 doublets, donc 8 électrons sur la dernière couche électronique. Ces doublets non liants, on peut les faire apparaître dans l'écriture de la molécule sous forme de petits tirets qui vont entourer l'atome ici de chlore. 1, 2, 3 doublets non liants, un doublet liant. Voilà, c'est donc assez simple. Est-ce que vous sauriez reconstituer, de la même façon qu'on vient de le faire ici, la molécule d'eau, H2O, avec l'oxygène, pour lequel vous savez que le numéro atomique vaut 8. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo et essayer de répondre à cette question. Alors pour construire la molécule d'eau, il nous faut un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. On voit bien que pour l'atome d'oxygène et les 2 atomes d'hydrogène, la règle de l'octet n'est pas satisfaite. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nos 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène vont mettre en commun chacun un doublet d'électrons, de façon à ce qu'on ait 2 doublets liants, 2 liaisons covalentes, et on va former à ce moment-là la molécule d'eau. On peut remarquer qu'il existe aussi 2 doublets qui ne sont pas liants, qu'on peut repérer par 2 petits tirets sur l'oxygène de la molécule d'eau. À ce stade, il serait complètement indifférent qu'on représente les 2 atomes d'hydrogène d'un côté et de l'autre de l'atome d'oxygène. Il n'y a aucune raison de les proposer comme ça, plutôt en perpendiculaire plutôt qu'alignés. Je reviens à la liaison hydrogène-oxygène. On a ici 2 atomes. L'hydrogène est électropositif, l'oxygène est électronégatif. L'hydrogène a tendance à perdre ses électrons, l'oxygène a tendance à en gagner, ce qui fait que les électrons du nuage électronique vont avoir tendance à se déplacer vers l'atome d'oxygène. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que on va avoir un léger excédent de charge négative du côté de l'oxygène, un léger déficit de charge négative du côté de l'hydrogène. Donc une petite charge négative qui apparaît du côté de l'oxygène et une petite charge positive qui apparaît du côté de l'hydrogène.
Il faut bien comprendre que l'ensemble reste neutre, mais localement, on a des petites charges qui apparaissent. On dit que cette liaison hydrogène-oxygène, c'est une liaison polaire. Elle présente deux pôles électriques. Un pôle légèrement chargé négativement, un pôle légèrement chargé positivement. La molécule d'eau, qui est constituée de deux liaisons polaires, est une molécule polaire parce que c'est une molécule qui n'est pas symétrique. En réalité, on voit bien que les deux atomes d'hydrogène dans cette molécule d'eau sont plutôt d'un côté et l'atome d'oxygène est plutôt de l'autre côté. Comme chacune de ces liaisons est polarisée, on a une petite charge positive qui apparaît sur l'atome d'hydrogène et une petite charge négative qui apparaît sur l'atome d'oxygène. Donc deux petites charges négatives sur l'atome d'oxygène puisqu'on a deux liaisons OH. Alors le fait que cette molécule d'eau c'est une molécule polaire peut expliquer le fait que le filet d'eau est dévié par le bâton électrifié qu'on a apporté près du filet. Qu'est-ce qui se passe lorsque le filet d'eau s'écoule? Eh bien, ce filet d'eau est constitué de molécules d'eau qui sont un petit peu rangées dans n'importe quel sens, sans orientation précise. Lorsqu'on va approcher une règle, par exemple chargée négativement, les pôles légèrement chargés positivement de ces molécules d'eau vont être attirés par ces charges négatives et les pôles qui sont légèrement négatifs vont être repoussés. Ce qui fait que les molécules d'eau vont avoir tendance à s'arranger, à s'organiser, à s'orienter de façon à présenter leur charge positive vers le bâton chargé négativement. À ce moment-là, on s'aperçoit que globalement, les charges de signes opposés, positives et négatives, sont plus proches que les charges de signes égales, négatives et négatives. Autrement dit, les attractions sont plus fortes que les répulsions. Et globalement, ces molécules d'eau sont donc attirées par la règle qu'on a chargée négativement. Et le filet d'eau s'incline. Lorsqu'on présente plusieurs molécules d'eau, on voit bien que ces molécules présentent des charges positives, des pôles positifs sur l'hydrogène et des charges négatives sur les oxygènes. Lorsqu'on met des molécules d'eau côte à côte, il est évident que entre les hydrogènes d'une de ces molécules et l'oxygène d'une autre de ces molécules, naît une interaction électromagnétique. Eh bien, cette attraction électromagnétique s'appelle un pont hydrogène, une liaison hydrogène. Cette liaison hydrogène, elle est ici représentée dans un cristal de glace, c'est celle qui permet de comprendre la cohésion des cristaux de glace, de permettre la cohésion aussi de l'eau liquide. Mais ces liaisons hydrogènes ont d'autres applications, permettent d'expliquer par exemple la structure ici d'une fibre qui s'appelle le Kevlar, et régulièrement ce Kevlar présente des alternances hydrogène-oxygène qui sont face à face, entre lesquelles naissent ces fameuses liaisons hydrogènes, et qui permettent de comprendre la cohésion entre ces différentes fibres. Alors il faut reconnaître aussi que même lorsqu'on a une entité chimique qui n'est pas polaire, par exemple dans le dihydrogène H2, on a deux atomes qui ne sont pas polaires, pourtant on peut avoir de la glace de dihydrogène, pourtant on peut avoir de dihydrogène liquide, eh bien c'est donc qu'il y a une interaction électromagnétique possible entre ces molécules. Eh bien ces interactions sont possibles grâce à ce qu'on appelle des liaisons de Van der Waals, qui s'expliquent de la façon suivante. Lorsqu'on a deux atomes, par exemple deux atomes ici, d'hydrogène, il peut y avoir la présence de l'électron. Alors l'électron peut être partout autour de cet atome, mais imaginons que à un moment donné, cet électron soit plutôt du côté gauche de cet atome. Ce qui fait que globalement, notre atome présente localement une toute petite charge positive d'un côté et une toute petite charge positive de l'autre, bien que l'atome restant neutre. À ce moment-là, cette toute petite charge positive qui est là va influencer l'atome qui se trouve à côté. Et sur l'atome qui se trouve à côté, on va avoir un déplacement de l'électron qui va se faire dans ce sens-là. Ce qui fait que globalement, ces atomes ou ces molécules qui étaient neutres, qui n'étaient pas polarisées du tout au départ, et bien sur ces molécules peuvent apparaître des pôles positifs et négatifs. Ces forces de Van der Waals ont des applications qui sont nombreuses. C'est ce qui permet de comprendre la cohésion des liquides et des solides qui sont
constitué de molécules qui ne sont pas polaires, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement d'un certain nombre de choses comme des adhésifs, des colles, et ça permet de comprendre la dissolution de composés par des solvants qui ne seraient pas des solvants polaires, dont on parlera un petit peu plus tard. Il existe différents types de solvants. Il existe des solvants qu'on appelle des solvants polaires et des solvants qui sont des solvants apolaires. Les solvants polaires sont constitués de molécules polaires. Par exemple, l'eau, qui est constituée de molécules qui sont polaires, est un solvant polaire. Pourquoi est-ce que l'eau, qui est un solvant polaire, dissout-elle les composés ioniques très facilement, par exemple le chlorure de sodium, alors qu'un solvant apolaire, par exemple un cyclohexane, ou par exemple de l'essence, ne peut pas les dissoudre? Alors, l'inverse existe aussi. Les solvants apolaires dissolvent très bien des composés non polaires. Par contre, eh bien, ces composés non polaires ne sont que très peu solubles dans l'eau. Alors pour ça, faut s'intéresser à cette opération qui s'appelle une dissolution. Et ici, on illustre la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Et ça s'effectue, cette dissolution, toujours en 3 étapes. Première étape, la dissociation du solide ionique. Deuxième étape, l'hydratation, qu'on appelle aussi la solvatation des ions. Et la troisième, c'est la dispersion des ions dans le solvant. On va illustrer ça avec une petite animation. Dans cette animation, on voit ici un solide ionique avec des ions chargés positivement, des ions chargés négativement, puis on a ici des molécules d'eau. On a placé le solide ionique dans l'eau et on va regarder comment s'effectue sa dissolution. La première étape, ça va être la dissociation du solide ionique, c'est-à-dire que, ion par ion, la solution va arracher des éléments de ce solide ionique. Deuxième étape, ça va être l'hydratation, ou la solvatation. Chacun des ions va être entouré de molécules d'eau. Et puis la deuxième étape, c'est la dispersion, et les ions vont se disperser dans la solution. Alors visiblement ici, dans cette animation, les petits disques jaunes sont censés représenter des ions chargés positivement, puisqu'ils sont en vis-à-vis des bornes, des pôles négatifs des molécules d'eau. Et donc, ces boules vertes sont censées représenter des ions chargés négativement. Regardons ce qui va se passer, comment on peut comprendre que les molécules d'eau vont arracher ces différents électrons du solide. Alors tout d'abord, il faut bien voir que ce sont les ions qui sont périphériques qui vont être attirés. On peut remarquer ici qu'à partir du moment où cet ion a été attiré, il est solvaté, c'est-à-dire que des molécules d'eau vont l'en tirer. Et puis, il y a une dispersion. Voilà, pareil, dès qu'ici on a un ion chargé positivement qui est extrait du solide, cet ion est solvaté par des molécules d'eau qui l'entourent. Dans le cas du chlorure de sodium, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir des chlorures de sodium qui vont, des ions chlorure ici et des ions sodium ici qui vont être solvatés. Par contre, il existe des composés un petit peu plus compliqués. Ici, par exemple, on a du chlorure de barium, BaCl2. Et on voit qu'on a ici deux fois plus d'atomes de barium que d'atomes de chlorure, que d'atomes de barium. Ce qui fait que dans la solution, on va retrouver forcément deux fois plus d'atomes d'ion chlorure que d'ion barium. La dissolution d'un composé ionique par l'eau peut être représentée par une équation, modélisée par une équation. Ici par exemple c'est l'équation de la dissolution du chlorure de sodium, qui est un solide, qui une fois dissous par l'eau va donner des ions Na+, et va donner des ions chlorure. Ces ions Na+, et ces ions chlorure sont hydratés, sont solvatés. On précise ici qu'ils sont hydratés, donc ils sont entourés de molécules d'eau. Donc le AQ ici signifie aqueux. Na+ solide donne Na+ aqueux et Cl- aqueux. Alors il faut faire attention, il y a des conventions d'écriture pour les concentrations. Ici NaCl c'est le soluté, c'est ce qu'on va dissoudre. Mais il faut bien comprendre qu'une fois qu'NaCl est dissous, il n'existe plus de composé NaCl dans l'eau.
il y a des ions Na+, il y a des ions chlorure, mais qui n'ont plus aucun lien les uns avec les autres. Donc le composé NaCl n'existe plus à partir du moment où on l'a dissout. Par contre, on va trouver des ions Na+, et on va trouver des ions chlorure. Et il y a une convention d'écriture sur les concentrations qui est importante de bien comprendre. Lorsqu'il s'agit du soluté, eh bien on utilise par convention l'écriture petit c pour parler de la concentration. Ici, la concentration en NaCl, c'est la concentration en soluté NaCl. C'est donc la quantité de matière de soluté qu'on divise par le volume de la solution obtenue. Par contre, la concentration d'NaCl présent réellement dans la solution, elle est nulle, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a dans la solution? Il y a des ions Na+, et des ions chlorure. Eh bien, à ce moment-là, on va parler de concentration des espèces chimiques qui sont effectivement présentes dans la solution. Et au lieu d'écrire petit c, on va écrire ces concentrations, représenter ces concentrations par des crochets. Et ici, c'est la concentration des ions Na+, qui sont effectivement présents dans la solution. Ici, c'est la concentration des ions Cl- qui sont effectivement présents dans la solution. Et ici, ces deux concentrations sont égales à la concentration d'NaCl. Pourquoi? Réfléchissons. Si j'ai pris une mol d'NaCl que j'ai mis en solution, elle a libéré une mol de Na+, et elle a libéré une mol de chlorure. Donc dans ma solution, j'ai dissous une mol de NaCl, et je retrouve une mol de Na+, et je retrouve une mol de chlorure. Donc la concentration en Na+, effectivement présent dans la solution, et en Cl- effectivement présent dans la solution, est égale à la concentration soluté NaCl. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué cette histoire, et à quoi ça sert? Puisque de toute façon, les concentrations sont égales à la fin. Vous allez voir que dans le cas qui suit, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'ici, on a un autre composé. Cet autre composé, c'est CaCl2, le dichlorure de calcium. Son équation de dissolution dans l'eau nous donne des ions Ca2+, et donne aussi des ions chlorure. Mais attention, ça donne 2 ions chlorure. Ce qui fait que 1 mol de CaCl2 donne en fait 1 mol de Ca2+ après dissolution, et 2 mols de chlorure après dissolution. Autrement dit, la concentration en Ca2+, effectivement présente dans la solution, elle est égale à la concentration en CaCl2, en soluté qu'on a dissous. Mais la concentration en chlorure, elle est égale à 2 fois la concentration en CaCl2. Alors, petite parenthèse. Notre solide, ici, il est neutre. Les solides ioniques sont toujours neutres. Et les solutions ioniques sont toujours neutres. On a autant de charges positives que de charges négatives. Ici, j'ai autant d'ions Ca2+, que le nombre d'ions Cl- multiplié par 2. Donc j'ai autant de charges positives que de charges négatives. On appelle ça l'électroneutralité de la solution ionique. Alors petit exercice. Dans cet exemple, on a pris 11,6 g de chlorure de calcium, CaCl2. On a pris 11,1 g de chlorure de calcium, 11,6 g de chlorure de sodium NaCl. On les a dissous dans de l'eau distillée, dans une fiole de 250 ml. On demande de déterminer la concentration des ions Na+, effectivement présents dans la solution, la concentration des ions Ca2+, effectivement présents dans la solution, ainsi que les ions chlorure présents dans la solution. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire ce travail, et reprendre ensuite. On peut déterminer assez facilement la quantité de matière de soluté qu'on a dissous en prenant la masse en divisant par la masse molaire. On peut donc en déduire assez facilement la concentration en soluté en prenant la quantité de matière en divisant par le volume de la solution. Et les équations de dissolution nous donnent les rapports entre la quantité d'Na+, la quantité de Cl- et la quantité de NaCl qui était présente dans la solution.
De même pour les quantités de Ca2+, et Cl- à partir du soluté CaCl2. On obtient la concentration Na+, et Cl- qui vaut à peu près 0,8 mol par litre, et on obtient une concentration en Ca2+, qui vaut à peu près 0,4 mol par litre. Attention, la concentration en chlorure est 2 fois plus importante que la concentration en soluté CaCl2, autrement dit 0,8 mol par litre. La solution finale, elle est obtenue à partir de ces deux solutés, NaCl et CaCl2. Les ions Na+, sont produits uniquement par NaCl, et les ions Na+, sont donc présents à une concentration de 0,8 mol par litre. Les ions chlorure sont apportés exclusivement par la solution CaCl2, et donc ils sont présents avec une concentration de 0,4 mol par litre. Mais les chlorures sont apportés à la fois par NaCl et à la fois par CaCl2. NaCl en apporte 0,8 mol par litre. CaCl2 en apporte aussi 0,8 mol par litre. Donc au total, la concentration des ions chlorure présents dans la solution vaut 1,6 mol par litre.